Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Phil, on va skipper les actus aujourd'hui. Ben oui. On a la chance, et on va essayer de tous les avoir, la chance d'avoir un premier candidat à la chefferie du Parti libéral avec nous aujourd'hui en studio, Carl Blackburn. On veut pouvoir prendre le temps de bien comprendre sa posture, son programme. Donc, on va y dédier un peu plus de temps. On va enchaîner avec Claude Pinard, président directeur général de Centraide du Grand Montréal, qui vient de publier une étude là, sur l'anxiété financière des Québécois. Et on termine en dégustant un petit gin. Toi, tu bois pas. Mais bon, il y a du sans-alcool. Oui, il y a du sans-alcool. Avec Sébastien Clich-Roy de Fujin. À sa défense, honnêtement, très beau produit, très beau brand. Puis tu sais, du gin, ça goûte du gin, mais là, c'est comme dans un emballage très cool, très chic, très jeune. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Restez à l'écoute. Puis, sachez qu'on a essayé d'inviter tous les candidats à la partie si tout se à la passe chefferie bien, ont à été chaque invités. semaine, d'ici le début de l'été, vous allez avoir un des 5 candidats à la chefferie du PLQ et donc on va pouvoir les découvrir ensemble. Merci d'être à l'écoute, puis n'hésitez pas à nous faire preuve de vos commentaires. À tout de suite. Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand remplissent vos poches sans vous les vider. La dernière fois qu'on l'a eu sur le balado, Phil, Carl Blackburn nous disait qu'il n'allait pas faire de politique. Sur recommandation de son médecin, je crois comprendre quand même. Fait qu'on va déléguer cette décision-là ou cette affirmation-là à un tiers. Il est de retour avec nous, Carl Blackburn, mais maintenant en tant que candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Bonjour, Carl. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Merci de l'invitation. Ça va être, je pense, une course intéressante, du moins. 5 candidats? Je pense qu'on a 5 bons candidats. 5 bons candidats. Ouais. Et ça va tourner probablement un peu autour de l'économie. Fait que ça tombe bien. C'est un balado d'économie. On parle de ça. En quelques mots, Carl, tu as été, puis la dernière fois que tu es venu, tu étais donc en tant que président, directeur général du Conseil du patronat du Québec. L'économie, c'est quelque chose que tu connais. C'est quoi, en quelques mots, là, c'est à nous exprimer simplement les enjeux économiques sur lesquels tu penses que la course à la chefferie va porter principalement? D'abord, sur l'environnement d'affaires. L'environnement d'affaires au Québec s'est détérioré dans les dernières années. Quand je parle d'environnement d'affaires, c'est comme par exemple, où sommes-nous en termes de productivité, en termes de compétitivité, ici au Québec, avec nos entreprises, quand on se compare, parce qu'il faut être capable de se comparer. Alors, si on se compare avec les autres pays ou États de l'OCDE, on est 35e sur 38e. Alors, il y a place à amélioration. Alors, la fiscalité ici, elle est trop élevée pour nos entreprises, ce qui enlève une certaine compétitivité. J'ai annoncé que j'allais baisser les impôts des entreprises. Je vais réduire la fiscalité des entreprises. Pourquoi? Il faut permettre à cet environnement-là d'affaires, de permettre à nos entreprises de créer de la richesse, d'investir puis de devenir plus productifs. J'ai annoncé également que j'allais réduire la lourdeur bureaucratique. C'est pas normal qu'aujourd'hui, qu'un petit entrepreneur doive faire entre 15 et 20 heures de paperasse par semaine pour remplir les demandes gouvernementales. On va parler de diversification des marchés, on va parler de politique industrielle dans le secteur de la défense. C'est ce que j'ai présenté comme engagement et on parle vraiment de cela. Et pour que nous, l'économie puisse être au cœur de nos priorités, c'est simple. Si on a une économie qui est forte, on va créer de la richesse. Si on crée de la richesse, on est capable de redistribuer cette richesse-là. Il y a un danger, Carl, évidemment, d'être candidat, puis éventuellement, si tu es élu chef du parti, de faire campagne dans la population en étant perçu comme étant le candidat des patrons. Évidemment, tu es un ancien patron ou chef du patronat. Comment tu traduis ça, notamment en politique économique, en mesures fiscales pour le grand public qui, ultimement, est celui qui élit le prochain premier ministre du Québec? C'est quoi la vision? Comment on passe de baisser les impôts pour les entreprises, de faire des mesures de compétitivité industrielle, d'augmenter la productivité? Comment on explique ça là, au gars de shop, à l'infirmière, à la coiffeuse, D'abord, madame, tout le monde? D'abord, les patrons puis les entrepreneurs, c'est des citoyens comme n'importe qui. Là. Ces gens-là prennent des risques, mettent leur argent sur la table, mettent des dépenses sur la table, prennent du temps pour créer leur propre entreprise. Ils prennent des risques.
Alors, ces patrons-là, là, c'est pas des nuages ou des fantômes, c'est des gens comme vous et moi. Ben, c'est comme nous deux. Non. Non, et en même temps, si on dit à ces gens-là, ben écoutez, vous avez de la détermination, vous avez de l'audace, vous voulez mettre votre argent sur la table, comment nous, on peut vous aider comme société à créer de la richesse, puis à créer de la prospérité, je l'appelle de cette façon-là. Comme je l'ai dit, au Québec, si on veut être capable d'avoir un système d'éducation qui est à la hauteur de nos attentes pour nos jeunes, si on veut être capable d'avoir un système de santé qui va soigner nos gens qui en ont besoin, si on veut être capable d'avoir des infrastructures de qualité, on doit avoir une économie qui est forte et florissante, ce qui n'est pas le cas actuellement. On constate, là, quand on regarde la situation dans laquelle on est, il y a un bris de confiance entre le gouvernement et les Québécois en lien avec les services qui sont offerts aux Québécois et on doit rétablir cette confiance avec les citoyens. C'est sûr que quand tu regardes en Amérique du Nord, là, je sors du Canada, on est les plus taxés au Québec. Même la Maison-Blanche a fait une sortie, là, la directrice des communications de la Maison-Blanche. Et à un moment donné, je comprends le filet social. On parle tout le temps, là, oui, mais c'est à cause du filet social. Mais il y a un maximum qu'on peut payer puis nous mettre sur nos épaules pour des services qu'il ne faut pas se le cacher. Ça va pas très bien en éducation, ça va pas bien dans le ministère de la Santé. À un moment donné, les routes sont dégueulasses. Il faut qu'on améliore ça. Ça va être quoi le plan? Ben, le plan, ça va être quoi? Ça va être de réduire les problèmes au niveau de la lourdeur bureaucratique. Ça va être de recentrer l'État sur ses missions d'éducation, de santé. Ça va être de permettre au système privé ou au secteur privé de venir nous aider dans la délivrance de nos services dans toutes sortes de domaines. Ça va être peut-être de prioriser des actions ou des infrastructures ou des décisions. Alors, comment on va arriver à faire ça? Ça va être en priorisant, bien sûr, mais en ayant des finances qui vont être saines. Quand on regarde, malheureusement, la dernière décote, imaginez, là, la dernière fois qu'on avait été décoté au Québec, c'est il y a plusieurs années, il y a plus de 30 ans, c'était en 1993. Ce qui avait permis au Québec de retrouver ses cotes de crédit, c'est lorsque le gouvernement libéral, avec Michel Audette comme ministre des Finances et du Développement économique, avait mis sur pied le Fonds des générations. Il y a quelques années, M. Legault a pigé dans le Fonds des générations pour baisser les impôts des citoyens et c'est une des raisons qui a expliqué la décote qu'on vient de subir aujourd'hui. Et quand on regarde les conséquences de cette décote-là, puisqu'on parle de services, on parle comment qu'on va arriver à faire ces services, ça va coûter juste à Hydro-Québec, c'est pas moi qui le dis, c'est Michael Seibla qui l'a dit hier en commission parlementaire ou cette semaine, ça va coûter à Hydro-Québec plus de 150 millions de dollars le fait qu'on a subi une décote qui augmente les taux d'intérêt pour les emprunts du gouvernement et d'Hydro-Québec. M. Girard, aujourd'hui, le ministre des Finances, ou cette semaine, parce que si on est diffusé vendredi, le ministre des Finances a annoncé que pour le gouvernement du Québec, cette décote-là, elle a occasionné des dépenses supplémentaires de 450 millions sur 10 ans. Ça, c'est ce qu'il dit. Ça risque d'être plus élevé, encore une fois. Comme on a des défis pour investir dans nos infrastructures, les hôpitaux, les routes, tout est en train de tomber en ruine. On va devoir investir de façon plus importante, mais comment on va le faire? C'est en étant plus structuré. Est-ce que le privé va pouvoir nous aider? Moi, je suis convaincu que oui. Est-ce qu'il y a des opportunités pour nous de faire les choses différemment? Bien sûr. Et entre vous et moi, on doit être capable de briser le moule. De briser le moule du statu quo. Parce qu'il y a beaucoup de gens à qui je parle, quand je leur dis, voici ce qu'on va mettre en place, qui me disent, ben non, tu peux pas faire ça pour telle raison. On peut pas aller là pour telle et une raison. Moi, ce que je leur dis, qui va être autour de la table et qui va être capable de m'aider à dire on sait où tu vas aller, ben voici comment on peut y arriver. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il y a deux exemples qui me viennent spontanément en tête quand on parle d'intégrer plus de privé. C'est évidemment des sujets qui reviennent dans la politique québécoise encore une fois régulièrement, la SAC puis Hydro-Québec. Je pense pas que le programme de Carl Blackburn, c'est ça, de privatiser ces deux entreprises-là. On pense quand même, certains diront, puis beaucoup d'entrepreneurs, certains qu'on a accueillis ici, disent par exemple la SAQ, en tant que monopole d'État, laisse pas assez de place à la libre entreprise, à la vente par exemple de spiritueux, de vins québécois. Puis de même, Hydro-Québec, bon, on la laisse pas assez opérer comme une entreprise. Sans privatiser ces organisations-là, est-ce que tu vois, Carl, des opportunités peut-être de les laisser agir un petit peu plus, avec un peu plus de latitude, un peu plus de liberté, créer un petit peu plus de concurrence dans ces marchés-là, que sont l'alcool et l'énergie au Québec? Ben, prenons la SAC. Ouais. La SAC, c'est un service qu'on a décidé comme société de garder pour nous, qui génère des milliards de dollars en termes de retombées économiques qui s'envoient dans nos services publics. La SAC, maintenant, est en train de mettre en évidence beaucoup de produits québécois dans le contexte de la guerre commerciale où on a fermé la porte aux produits américains. Ouais. Ben, ça donne une réelle opportunité pour les produits québécois. Est-ce qu'on peut en faire plus?
Sûrement, mais le modèle de la SAC permet de générer des retombées intéressantes pour nous. Et maintenant, on a de plus en plus de points de service dans les dépanneurs, dans les stations d'essence. On a même des stations-service, pas des stations-service, mais des points de service dans les épiceries. Ouais. Alors, on a démocratisé les services offerts par la SAC et je pense que c'est bien de cette façon-là. Pour Hydro-Québec maintenant, Hydro-Québec, c'est un fleuron que Robert Bourassa a décidé de prendre et de léguer au Québec dans les années 70. Imaginez-vous, à l'époque, il avait une vision très claire du développement du Québec. Il a choisi le développement hydroélectrique comme étant l'avenir pour créer de la richesse au Québec, alors qu'il aurait pu faire comme Jacques Parizeau le souhaitait, c'est-à-dire d'investir dans le nucléaire de l'époque pour installer des usines nucléaires tout le long du Saint-Laurent. Alors, quand on regarde ce qu'Hydro-Québec génère aujourd'hui, on doit être fier de cela. Est-ce qu'on peut être plus performant chez Hydro-Québec? Je pense que oui. Okay. Quand on regarde les dernières discussions qu'on a eues, entre autres sur le projet de loi de mémoire 69 sur les tarifications énergétiques, on est allé questionner les augmentations tarifaires pour les entreprises et les industriels parce que M. Legault avait pris une décision politique de geler l'augmentation tarifaire des résidents à 3%, puis de refiler la facture supplémentaire aux entreprises et aux industriels. Moi, ce que j'ai dit au gouvernement Legault, on est déjà moins compétitif quand on se compare aux autres autour de nous. Et là, vous venez nous rajouter un fardeau supplémentaire. Les risques de cela, c'est qu'il y a de la délocalisation de production ailleurs, aux États-Unis, parce que jadis, l'Eldorado, qui était l'énergie renouvelable et verte d'Hydro-Québec pour nous, est loin d'être ce qu'il a déjà été, parce que maintenant, nos compétiteurs, les États voisins, d'autres provinces canadiennes, ont aussi développé des nouvelles façons de créer de l'énergie à bas coût et renouvelable d'une certaine façon. Donc, on doit s'adapter. Je pense que Hydro-Québec peut faire un travail d'adaptation, de revision de ses besoins. Il y a quelques années, on nageait dans les surplus et quelques années plus tard, on est dans des pénuries. Alors, imaginez. Quelques mois plus tard. Puis là, on nous dit qu'il faut investir massivement sur les 35 prochaines années qui vont avoir des conséquences importantes sur l'augmentation du coût de l'énergie pour nos entreprises ici. Est-ce que ces évaluations-là sont les bonnes? Je pense qu'il doit y avoir un examen qui doit être fait. Très intéressant. Dans la campagne fédérale là, qui vient de se terminer, bon, on a élu Mark Carney, un libéral. Les deux principaux candidats, je pense au premier jour de la campagne, Pierre Poilievre et Mark Carney, ont promis des baisses d'impôts. Celle des conservateurs, de mémoire, là, c'était 15% du plus bas truc. Là, ça revenait à 2,25% et les libéraux 1%. Plusieurs ont dit que c'est peut-être pas le bon moment de baisser les impôts des particuliers. Ces mesures-là vont coûter entre 6 et 13 milliards de dollars. Est-ce qu'il va y avoir, selon toi, Carl, dans la course à la chefferie libérale, déjà des engagements des différents candidats? Est-ce que toi, tu t'y engages? C'est quoi ta réflexion sur la fiscalité des particuliers là, et sur des engagements fermes à cet égard-là? Sur les autres candidats, je ne peux pas parler pour eux, pour leur programme. Personne n'est allé à ce niveau-là pour le moment. Moi, je n'ai pas l'intention d'aller là. Pourquoi? D'abord, la situation des finances publiques, elle est préoccupante. La décote que nous venons d'avoir, elle est un signe très important en lien avec la difficulté que nous avons de gérer nos finances publiques. Moi, j'ai dit que je baisserais les impôts des entreprises. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là, c'est prouvé que quand on baisse les impôts, qui sont plus productifs, qui peuvent réinvestir, on retrouve cette diminution d'impôts dans l'année qui suit en termes de retour sur notre investissement. Je ne peux pas, à ce moment-ci, proposer de réduire les impôts. Je dois surtout m'assurer de protéger le Fonds des générations. Imaginez, là, le Fonds des générations qui a été mis sur pied en 2006, qui a permis d'augmenter notre cote de crédit et pour assurer une répartition équitable entre les générations des services publics, mais surtout de la dette publique, bien, M. Legault a décidé délibérément de piger dans le Fonds des générations puis de baisser les impôts des citoyens. Le bulletin de Standard & Poor's est clair, c'est un échec de la politique financière du gouvernement Legault. Tu sais, quand on regarde tant au fédéral qu'au provincial, tu sais, dans les 6-10 dernières années, là, tu sais, il y a une augmentation assez importante la masse de la fonction publique. Tu sais, la fonction publique est de plus en plus lourde. Par contre, il faut faire attention, ça suit une certaine courbe démographique, tu sais, dans le sens où il y a plus de personnes aussi. Tu sais, donc, tout est relatif, mais est-ce qu'il n'est pas temps de penser à un ménage de l'État? Tout à fait. Il faut revoir le fondement même des services qu'on offre. Quand je dis qu'il y a eu un bris de confiance entre l'État et les Québécois, c'est grave, là. Aujourd'hui, là, écoutez, là, les gens ont peur de vieillir parce qu'ils ont peur de ne pas être capables de recevoir des services s'ils en ont besoin de santé. Nos jeunes ont peur de vieillir parce qu'ils se demandent dans quelle société ils vont vivre. Donc, il y a un bris de confiance important avec la population.
le gouvernement du Québec doit reconnecter avec nos gens et avec la population. On doit retrouver cette confiance. Est-ce que l'État est trop gros? Bien évidemment. Quand on crée des structures comme, par exemple, Santé Québec, ou qu'on veut créer des structures comme Transport Québec, sans donner davantage de services à la population, est-ce que c'est bien investir ces sommes d'argent-là? Moi, la réponse est non. Ça n'améliore pas les services, ça n'améliore pas la compétitivité de l'État, ça n'améliore pas le fonctionnement du gouvernement. Alors, on doit revoir de quelle façon les gens sont directement reliés en termes de fonction publique. Donc, on abolit Santé Québec? Ben écoutez, j'aimerais vous dire oui aujourd'hui, mais je ne connais pas les contrats qui ont été signés avec les gens de gens. Mais tu sais, imaginez... Avec là, Mme Biron. Mais si on connaît, imaginez, si on parle, mettons qu'on est des bons pères de famille et on gère notre argent comme il faut, on s'assure d'avoir assez d'argent pour être capable de respecter nos dépenses. Mais imaginez si on arrive en place puis que les contrats, mur à mur, font en sorte que ça coûte une fortune. Alors, peut-être qu'on va devoir réévaluer notre affaire, mais je ne serai pas patient avec Santé Québec. Mais tu sais, by the way, juste à savoir, là, quand tu prends un employé du ministère de la Santé et tu le transfères vers chez Santé Québec, automatiquement, pour le sortir de la convention, c'est ce qu'on appelle du conventionné, il faut que tu lui donnes une augmentation de 15 Imagine. pour le même travail. Juste pour lui dire, tu étais payé par la même poche, mais je te change de colonne. Alors, tu sais, à un moment donné, puis c'est ça, Carl, moi, comme entrepreneur, là, puis je me suis fâché à 7 antennes souvent, je suis écœuré. Moi aussi. T'sais, vraiment, là, puis tu sais, j'ai souvent parlé de déménager. Pourtant, je suis un Québécois, je suis fier d'être Québécois, mais tu sais, je paierais moins d'impôts. Phil, veut déménager en Alberta pour faire l'indépendance de l'Alberta, imaginez-vous. Moi, je veux rester ici parce que je veux pas déménager. Je pense qu'on peut changer les choses. Voici un vrai nationaliste. Mais je pense qu'on peut s'améliorer. Puis il y a des modèles qui existent dans le monde qui donnent des résultats. Prenez celui de la Suède. Tu sais, la Suède est un modèle de population qui est similaire au Québec. Il y a un peu plus de population. Mais la Suède n'a pas de dette, crée de la richesse, une croissance économique plus forte que nous. Le privé vient aider le secteur public dans la santé, dans l'éducation. 80% des travailleurs sont syndiqués. Et pourtant, la Suède génère plus de croissance économique que le Québec. De productivité, de PIB par capita. Alors, le modèle de la Suède peut certainement être un modèle qu'on peut s'adapter ici, mais je vais vous en donner une réponse. J'ai parlé, moi, personnellement, aux représentantes syndicales. Je pense à mon amie Caroline Senneville, je pense à mon amie Magali Picard. Je leur ai fait parvenir des articles qui étaient très bons de Stéphanie Gramont dans les derniers mois, lorsqu'elle a fait des comparaisons intéressantes avec la Suède et le Québec. Je leur ai dit, vous voulez changer le monde, Caroline, Magali? Moi aussi, je veux changer le monde. Travaillons ensemble pour améliorer le modèle québécois. Est-ce que vous êtes prête à mettre votre exercice, votre pouvoir, votre détermination là-dedans? Je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. Je leur ai demandé à un moment donné, dans la période où le gouvernement du Québec avait déposé une loi pour protéger les clients, les Québécois qui étaient victimes des conflits de travail trop longs ou les services essentiels, nous avons salué la loi du gouvernement qui était déposée par Jean Boulet. Mais Caroline et Magali, malheureusement, ça s'est arrêté là. Parce que là, leur monde était trop en colère contre le gouvernement, on ne pouvait pas sortir de... Alors, je me suis rendu compte... La conversation est difficile avec la conversation est difficile, puis je dirais pas par rapport aux individus, probablement par rapport à leur modèle d'affaires. C'est leur modèle de gouvernance qui doivent générer des conflits, qui doivent générer tout le temps des batailles. Malheureusement, je ne pense pas que ça sert les travailleurs, ça sert davantage les organisations. J'ai été sur des tribunes avec Caroline, puis je lui ai demandé de dénoncer la violence qui était proposée par Magali Picard en sortant un gros bras, ou de dénoncer la violence qui s'était passée au port de Montréal. Jamais ils ont été capables de dénoncer la violence. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, on doit accepter de la violence comme ça à travers nos institutions? Moi, je pense que non. Mais ceci étant dit, si les grandes centrales ne veulent pas s'adapter à ça, ben probablement que leurs travailleurs vont les amener à s'adapter à ça. Parce que quand on parle aux travailleurs, c'est pas vrai qu'ils sont tous de la même façon, là, puis qu'ils pensent tous la même chose. Eux aussi, ils veulent avoir des changements. Eux aussi, c'est des payeurs de taxes. Ils ont moins de services, puis il y a eu un bris de confiance avec le gouvernement. Et des payeurs de cotisations syndicales. Et des payeurs de cotisations syndicales qui sont obligés de payer, en passant. Dernière question, évidemment, un sujet d'une grande actualité, Carl Blackburn, l'immigration au Québec. On a l'impression de jouer au yo-yo avec l'immigration, moi, depuis quelques années. C'est difficile pour tout le monde. C'est difficile parce qu'on ne sait pas si demain, il y en aura 10 000, 30 000, 50 000 ou 100 000. Puis, je crois, en tout cas, personnellement, comprendre qu'il nous faut de l'immigration. Quel seuil à chacun de donner sa réponse. Quelle est celle de Carl Blackburn? Comment est-ce qu'on voit l'immigration dans un mandat libéral éventuel de Carl Blackburn? Ben d'abord, il faut faire un constat qui est le suivant. Aujourd'hui,
pour chaque 10 travailleurs qui part à la retraite, il y en a seulement 9 qui rentrent sur le marché du travail. Et ça, c'est en lien avec notre courbe démographique de population qui est plus vieille ici qu'ailleurs. Alors, si on veut aider nos entreprises à continuer de produire des services, à donner des services, on doit leur permettre d'avoir accès à des travailleurs avec les compétences nécessaires. Et c'est pas vrai que c'est juste dans du cheap labor, parce que M. Legault voudrait laisser croire ça, mais c'est pas vrai. Alors aujourd'hui même, là, quand je parle à Placide Poulin dans Beauce, ou quand je parle à Martin Ouellet au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou que je parle à Bill qui est dans la Gaspésie, qui est en train de transformer ses affaires, tous les employeurs manquent de personnel. Il y a encore aujourd'hui près de 120 000 postes de disponibles, et ça dans toutes les régions du Québec. Alors, moi, quand je présente ma position par rapport à l'immigration économique, oui, nous avons besoin d'avoir plus d'immigration économique permanente pour aider nos entreprises à créer de la richesse. Est-ce qu'on a besoin d'avoir toute cette immigration aussi qui se rajoute avec les réunifications familiales, les demandeurs d'asile, les réfugiés politiques? Ben moi, je dis que le Québec, on est 22 de la population canadienne. On devrait recevoir 22 des demandeurs d'asile au Canada. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on soit presque à 50 Donc, les autres provinces canadiennes doivent faire leur effort. Leur part, ouais. Mais ceci étant dit, il y a des préoccupations par rapport, bien évidemment, à des capacités de logement, de places en garderie, de places en éducation. De langue, notamment. De langue. Aussi, ouais. Ce n'est pas à cause de l'immigration, mais ça peut venir accentuer, des fois, dans certains cas, ces pressions sur nos services publics. Alors, oui, ça prend des critères, ça prend des indicateurs qui vont nous permettre de bien intégrer ces travailleurs dans notre société parce que ceux-ci vont créer de la richesse pour nous, puis ils vont aider le Québec à grandir parce que si on n'avait pas besoin de l'immigration puis qu'on avait assez d'enfants par famille, ben probablement qu'on serait autosuffisant. Mais ce n'est pas ce que les courbes démographiques nous disent. Et quand on regarde les prévisions, là, on va avoir cette pression encore sur les marchés en lien avec les départs à la retraite au moins jusqu'en 2034. Ensuite, il va y avoir une stabilité jusqu'en 2056 avant de voir les courbes changer. On sera plus tellement commentateur de ces phénomènes à ce stade-là. Mais quand on regarde les impacts de cela, c'est une entreprise sur deux aujourd'hui refuse des nouveaux contrats parce qu'il leur manque de travail. Donc, est-ce qu'il y a un chiffre, Carl Blackburn, un seuil? On parle souvent en seuil au Québec. Le chiffre que le gouvernement du Québec lui-même a dans ses livres, qu'ils ne veulent pas dévoiler, c'est qu'à partir de ce moment-là, avec les manques à gagner des dernières années, les seuils d'immigration économique permanente devraient être de 84 000 par année. 84 000, c'est beaucoup plus que ce qu'on accueille actuellement. Ben là, l'immigration permanente est autour de 50 000 par année, mais vous avez vu la montée fulgurante des travailleurs étrangers temporaires. Alors, si tu accueilles... Qui est plus du cheap labor, ça. Non. Il y a des gens qui travaillent dans les manufactures, il y a des gens qui sont électriciens, il y a des soudeurs. C'est pas vrai que c'est juste du cheap labor. Les gens qui travaillent... Un soudeur, là, puis un électricien là, qui commence, hein, sais-tu combien ça gagne par année? Ça gagne pour moins de 100 000. Ah, quand même. C'est pas des farces. Mais pourquoi ces gens-là qu'on fait venir de manière temporaire, qu'on paye des salaires très intéressants, pourquoi on les garde pas ultimement? On veut les garder, mais les règles ont changé parce que M. Legault et M. Trudeau... les garder. Non, mais on voudrait les garder, mais on peut pas parce que les règles ont changé. M. Trudeau et M. Legault ont fait de la petite politique sur le dos de l'immigration. Il a dit tous nos problèmes de société, c'est à cause qu'il y a trop d'immigrants. Ça, c'est la position de M. Legault, qui est la même de ce qu'il fait partout. Il divise les Québécois, les bons, puis les moins bons, puis les Anglos contre les Franco. Alors, ça, c'est leur position. Mais ceci étant dit, quand on vient changer les règles d'immigration générale permanente au niveau de l'économie, quand on vient dire aux entreprises, par exemple, là, vous allez devoir renouveler leur permis de travail à tous les 6 mois ou à toutes les années, mais ils vont devoir passer des tests de français. Je veux bien, mais quand je parle avec les transformateurs alimentaires, quand je parle avec les gens qui sont dans des grands serres, par exemple, ou quand je parle avec des gens qui ont des soudeurs ici, comment peuvent-ils arriver à franciser les gens en 6 mois alors que le gouvernement a changé les règles, les budgets pour la francisation? Alors, tu sais, à un moment donné, tu peux pas jouer avec ça sur un yo-yo, mais en même temps, on est conscient qu'il y a des enjeux, qu'il y a des craintes également soulevées par la population, mais il faut être capable de les expliquer, ces enjeux-là. Et je pense que le débat de l'immigration ne doit pas se faire à l'Assemblée nationale, mais doit se faire basé sur des indicateurs et des critères qui sont solides, entre autres en lien avec le marché du travail pour ce qui est de l'immigration économique permanente. Alors, quand on dit que toute l'immigration confondue est augmentée, M. Legault rajoute là-dedans les étudiants étrangers. Tu sais, on veut que Montréal soit une métropole internationale qui attire les meilleurs talents du monde. On vient dire à nos cégeps, à nos universités, vous n'avez pas le droit d'en accueillir plus que tant. J'entends le gouvernement du Québec qui dit maintenant, on va attirer les professeurs qui se font tirer dehors des États-Unis pour les emmener ici dans nos universités.
il a changé les règles. On ne peut même pas les accueillir. Alors, imaginez-vous à quel point la main gauche ne sait pas ce que la main droite fait. Moi, dans un gouvernement libéral qui sera assumé par Carl Blackburn comme premier ministre, moi, ma vision est claire. Je veux avoir un leadership rassembleur. Je veux que les Québécois sachent vers où on veut s'en aller en termes d'économie, en termes de croissance. Je veux que nos jeunes puissent être à l'école et avoir des cours qui vont leur permettre de se dépasser, de réaliser leurs rêves. Moi, je veux que les gens puissent avoir des soins de santé quand ils en ont besoin. Mm-hmm. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un médecin de famille pour tous les Québécois? Moi, quand je regarde mes garçons, ils n'ont pas besoin d'avoir un médecin de famille, mais ils ont besoin d'avoir un médecin quand ils en ont besoin, par exemple. Alors, tu sais, il faut repenser certains de nos modèles. Est-ce que c'est normal que des centres d'opération ou des salles de chirurgie à Gaspé soient opérés la moitié de la semaine parce qu'ils n'ont pas assez de patients, alors qu'ici, on attend des mois et des mois avant de se faire opérer? Il y a un modèle d'affaires qui peut être modifié. Je ne le ferai pas sur le dos des médecins, je ne le ferai pas sur le dos des professeurs, je vais le faire avec eux. Et je ne créerai pas de structure pour protéger la responsabilité du gouvernement et dépenser de l'argent dans la bureaucratie. Je vais surtout m'assurer qu'on va investir dans les services pour notre population. Carl Blackburn, candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre belle invitation. Bonne chance pour la campagne. Merci. Puis si vous êtes élu, forcément, il va falloir vous... Quand je serai élu le 14... je vous trouve un peu négatif. Quand je serai élu le 14 juin... Le problème, c'est que si on en a d'autres au balado, est-ce qu'il faut à chaque fois dire quand vous serez élu? En fait, je pense qu'on est cinq bons candidats, c'est ce que je disais tantôt, mais bien humblement, je pense que je suis celui qui est le plus complet. Sans doute. J'ai une vision économique qui est forte. Je proviens d'une région qui est... Toutes les régions du Québec sont importantes, mais comme je suis un gars de région, je connais bien les régions du Québec et j'ai une expérience parlementaire et je sais comment gérer un caucus. Merci, Carl. Merci. Merci à vous. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. On a la chance d'accueillir à l'émission Claude Pinard, président directeur général de Centraide Montréal, qui publie ces jours-ci la 5e mesure de l'indice d'anxiété financière chez la population. C'est une étude que vous faites donc pour la 5e fois, Monsieur Claude, on a dit Claude? Oui, qu'on publie pour la 5e fois. Ça dévoile quand même des choses un peu inquiétantes. Hein? Les Québécois sont de plus en plus inquiets de la chose économique. Les finances personnelles pèsent lourd dans la psyché des gens. Pourquoi est-ce que vous faites ça chez Centraide? Quelle est l'impulsion derrière la tenue d'une telle enquête, alors que plein d'autres acteurs s'intéressent aussi là, à l'anxiété, à la littératie financière, etc.? C'est une bonne question. On intervient beaucoup, nous, avec les ASEF, entre autres. Mais une raison pour les gens à la maison, ASEF? Alors, c'est des organismes qui aident les gens à gérer leurs finances personnelles. Mais chez Centraide, vous savez, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre qui on aide et comment on les aide. D'accord. Donc, la mesure d'anxiété sur l'anxiété financière nous permet de bien peaufiner les analyses qu'on fait des investissements éventuels et de bien comprendre exactement ce qui mijote dans la tête des gens. Et j'aime bien expliquer que la pauvreté, c'est pas tellement simple à définir. C'est comment on fait pour répondre à ces 4 besoins essentiels. OK? Fait que quand on n'a pas assez de sous pour répondre à nos 4 besoins essentiels, qu'est-ce que c'est? C'est se loger, se nourrir, se transporter, se vêtir. Et il y a des facteurs qui expliquent la pauvreté. Donc, le fait d'être une mère monoparentale, le fait de provenir d'une population racisée, le fait d'être une personne immigrante. Donc, la mesure d'anxiété financière nous permet, entre autres, de valider certains des points qui concernent ces populations-là. J'étais quand même surpris de constater que dans votre étude là, qui a été publiée plus tôt cette semaine, 85% des Québécois disent souffrir d'une forme ou d'autre d'anxiété financière, donc 46% de façon marquée. Je comprends ce que vous me dites, c'est pour mieux cibler, mais quand 85% des gens sont anxieux, c'est difficile de cibler. C'est comme tout le monde, là, finalement. Absolument, mais ce qu'on va chercher, nous, beaucoup, tu sais, cette mesure-là, cette année, honnêtement, on l'a fait entre fin février et début mars. Fait que, bon, il y avait un contexte politique, géopolitique, tarifaire, tout ça. Fait qu'on s'attendait pas à avoir des miracles d'amélioration. Puis on est flat là, par rapport à l'an dernier, je dirais.
parce que c'est quelque chose qu'on fait depuis 2 ans et demi. On le faisait aux 6 mois. Là, on a décidé de le décaler sur 1 an parce qu'on trouvait que les résultats étaient un peu semblables. Mais on avait un peu l'espoir que ça avait diminué parce que l'inflation avait diminué également. Les gens sont quand même au travail et moi, je répète toujours qu'on a une augmentation en banque alimentaire, une crise du logement, mais les gens travaillent. Alors, tu sais, le taux de chômage est toujours très bon. C'est ça. Et moi, comme économiste, je vais vous avouer, M. Pinard, puis bon, je suis pas dans un intervenant, là, comme vous en côtoyez certainement, mais tous les paramètres macro sont plutôt bons. En fait, je veux dire, il y a une inquiétude avec, M. Trump et tout ça, mais je veux dire, le taux de chômage est faible, il y a un peu de croissance économique. Je regardais juste la progression du salaire minimum par rapport au salaire du coût de la vie. Je veux dire, le salaire minimum augmente plus rapidement que l'inflation depuis 10 ans. Je veux dire, on pourrait penser, là, quand on regarde juste les chiffres de Statistique Canada, que ça va mieux. Et pourtant, ce qu'on constate, c'est que les gens sont comme plus anxieux qu'ils ne l'ont jamais été. Francis, je suis tellement content, là, parce que j'adore ça parler de chiffres. Et de situations macro. Et nous donc. Écoute, t'as pas aidé poisson dans l'eau, mais super important ce que tu viens de dire. On a convenu qu'on se tutoyait. Là. Donc, le salaire minimum a augmenté. Le salaire a augmenté plus rapidement que l'inflation les dernières années, on le sait. Alors, nous, on dit que l'accélérateur d'éléments de pauvreté puis de pauvreté, c'est la crise du logement. D'accord. Et on a fait puis ça s'en vient, là, on va le mettre à jour dans à peu près 3 semaines, 1 mois, un indice de revenus résiduels nets qui a été fait pro bono par McKinsey. Okay. Donc, on détermine avec ça. Pas les moindres. Oui, non, mais c'est un excellent partenaire de Centraide. Je les salue par ailleurs. Et donc, on a déterminé qu'il y avait 310 000 foyers dans le Grand Montréal qui étaient négatifs à la fin du mois. Donc, qui étaient moins de 200 $ et moins dans leur poche, ou moins 200. Alors, il arrive pas que le moins 200, c'est de la banque alimentaire, souvent. C'est le deuxième besoin le plus important. Et c'était dû à quoi? C'était dû au fait qu'ils ne pouvaient pas trouver de logement dans le premier et deuxième quartile. Donc, la pression que la crise du logement exerce sur les gens qui travaillent. Vous savez, l'IRIS a publié une étude fantastique la semaine dernière sur le revenu viable. Ouais. Alors, le revenu viable à Montréal, pour une famille de 4, c'est 85 000 $. Savez-vous ce que c'est selon la mesure du taux de pauvreté du gouvernement ou la mesure du panier de consommation? C'est 48 000 $. Alors là, je vous regarde, vous êtes 2 personnes, chiffre, vous connaissez le contexte, on fait quoi 48 000 $ dans le marché actuel du logement à Montréal, ou même juste pour essayer de vivre. Fait que donc, on a... Ça, c'est numéro 1. Fait que c'est vraiment la crise du logement qui est l'accélérateur. Et honnêtement, j'ai donné une entrevue à un de vos collègues au Journal de Montréal avant les fêtes. Ouais. Et... oui, avant les fêtes. Et j'ai dit, je vois pas le bout, tu sais. À un moment donné, on voit pas le bout parce qu'on se dit, les fondamentaux de l'économie sont là, sont excellents, mais on n'est pas en mesure de voir diminuer l'achalandage en banque alimentaire et dans les autres organismes. C'est un peu inquiétant, franchement. On parle évidemment de gens au salaire minimum, de gens pauvres. Vous avez parlé des familles monoparentales, des immigrants. Étonnamment, il y a aussi une sorte d'anxiété dans les classes moyennes. Puis même à 85 000, à 100 000 de revenus familial, il y a des gens qui vivent un crunch, incapables de se loger, ils ont des enfants. C'est comme, puis là, à 85 %, il y a des gens riches qui sont pas bien avec l'argent. Et ça, bon, Centraide, je pense pas que ça fasse partie nécessairement de votre mission d'aider les gens qui gagnent 200 000 $, mais ça reste que on vit essentiellement, c'est quasiment comme une épidémie là, de mal-être financier. C'est quoi la réflexion d'un organisme comme le vôtre là-dessus? Je veux dire, encore une fois, même si c'est pas votre cible d'aider ces gens-là, quelqu'un qui gagne très bien sa vie puis qui arrive pas à la fin du mois, c'est quand même problématique là, pour l'économie. La question est excellente. Puis moi, le chiffre que j'ai regardé pour essayer de me faire une tête, c'est le 63 % des parents qui se disent avec de l'anxiété. Alors, si je vous regarde, vous deux, puis je vous dis, j'ai rencontré un couple, un enfant, 90 000 $ de revenus en banque alimentaire. Votre réaction, c'est vous dire quoi? Pas normal, là, personnellement. Donc, j'ai vu ça dans le Côte-des-Neiges. Pourquoi 50 % de leur revenu net était dans le logement. Ouais, mais moi, je le vois, mon bureau est dans Antique, là, puis Antique, qui est un quartier multiculturel, c'est les banques alimentaires, c'est comme ça déborde, là, dans le sens où je voyais pas ça il y a quelques années, là, parce que là, il y a une file. Tu comprends? C'est comme un show rock quasiment. Là, je veux pas non plus comparer ça à quelque chose de le fun, là, mais c'est capoté. Là. Et je pense pas terminé. Tant qu'on n'aura pas augmenté de façon significative les programmes de construction de maisons sociales et abordables. Vous savez, si vous parlez à un promoteur immobilier aujourd'hui à Montréal, il va vous dire qu'il est absolument impossible de construire pour le 3e quartile. Fait que donc, abordables, sociaux, il y a souvent des subventions gouvernementales.
troisième quartile, il n'y en a pas. 4 et 5 sont des gens qui font plus comme 200, 300, 400 000. Donc, il n'y a pas de problème là. Ils peuvent. Mais je veux dire, on peut, vous et moi, prendre 5 minutes, on va se trouver un 4,5 à 3 000 $ dans Griffintown en 22 secondes. Là. fait que, mais je veux dire, ça prend quand même. Quand tu gagnes 48 000 ça va pas très bien. Ça va pas très bien. Oui, mais tu sais, le problème, avec excuse, je t'interromps, mais tu sais, le 48 000, bon, tu sais, tout est relatif dans la vie. Si t'es tout seul à vivre là-dessus, puis t'es économe, mais une famille, tu sais, ou du moins 3-4 personnes. Le problème, c'est que ces gens-là, après ça, ils sont obligés de déménager à 60 km de Montréal, où est-ce qu'il n'y a pas de transport en commun. Alors, ce qu'ils ont sauvé dans le loyer, ils le remettent dans une auto ou de l'essence, ou puis parce qu'ils n'ont possiblement pas les moyens de s'acheter un véhicule électrique qui est beaucoup plus cher. Tu sais, tout ça ne marche plus. Et non, c'est intéressant parce que je pensais que tu t'en allais ailleurs. Alors, si tu essaies d'améliorer ton sort et de trouver un meilleur logement pour toi actuellement, c'est 20% minimum de coûts additionnels que ça va te coûter dans le marché actuel, selon l'étude de McKinsey. Donc, attends, juste pour que je comprenne ce que ça veut dire, c'est que tu transfères ce que tu sauves dans d'autres coûts. Exactement. Fait que ou tu payes 1000 puis ça va te coûter 1200 $ pour te loger. Et là, faut t'en trouver un, puis 2, il faut que ce soit comme salubre puis convenable, n'est-ce pas? Fait que, mais ce qui est un peu, moi, ce qui me choque le plus, je devrais pas dire choqué, mais ce qui me déçoit, c'est que c'est très difficile d'asseoir les gouvernements pour avoir une conversation pour dire, hey, on est peut-être à la fin du modèle. Okay? Puis en 2016, là, je vais vous donner, encore là, vous aimez les chiffres, je vais vous en donner quelques-uns. En 2016, le gouvernement libéral à Ottawa a créé un truc qui s'appelle l'allocation canadienne pour les enfants. Okay? Plutôt positif. Et cette allocation-là a sorti 620 000 enfants de la pauvreté, passé de 17 % de taux de pauvreté à 7 %. Donc, il y a des façons de le faire. Alors aujourd'hui, on se parle, encore dans le contexte, je suis le président de Centraide et je veux quand même vous dire ce que je vais vous dire. Ça prend une économie forte pour pouvoir se payer des programmes sociaux, n'est-ce pas? Donc, il y a des possibilités aujourd'hui d'avoir un impact positif sur la trajectoire de vie des gens. Il faut s'asseoir puis en parler. Et moi, c'est ce que je déplore. On n'est pas capable de lancer les cartes dans les airs puis essayer d'avoir une conversation nationale au niveau du Québec à se dire, hey, comment on fait pour s'occuper des personnes plus vulnérables? Là, c'est toi l'économiste. Mais... J'aime ça, les phrases qui commencent. Non, mais tu sais, dans le sens, M. Trudeau, avec les bons et les mauvais côtés, M. Trudeau était dépensier. Qui a mis en place l'allocation. Oui, mais tu sais, il y avait la question du revenu garanti. Ouais. Tu sais, d'amener un revenu garanti. Parce que quand tu regardes même l'aide sociale, qui est un aide de dernier recours, je sais pas comment tu fais pour vivre sur l'aide sociale sur l'île de Montréal. Oui. Et en plus, l'aide sociale, c'est une responsabilité du gouvernement du Québec. Mais là, je vais vous créer un malaise immédiatement. Alors, là, 2 fois dans les 50 dernières années, la pauvreté a reculé au Canada. 2 fois. Alors, une fois, c'est en 2016. La deuxième fois, c'est quand? En 2020. C'est en 2020 que la PCU. C'est ça. Alors, quand on regarde ça, puis quand on fait, Philippe, là, on prend un raccourci du tonnerre, là, okay? Puis les économistes n'aiment pas ça. On se dit que les gens avaient de l'argent dans les poches. Donc, on a fait en sorte de baisser le taux de pauvreté. Fait que je dis pas que c'est une solution. Je dis pas qu'un revenu garanti demain matin, c'est ce que ça prend. Ce que je dis, c'est que ça prend une conversation pour voir comment on va y arriver. Et ça, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est de bâtir une économie de force et d'accepter que peut-être que seul, moi, j'ai pas la solution, puis le gouvernement n'a pas la solution seul. Les organismes communautaires, privés, on doit se mettre tout le monde. Mais tu sais, la prospérité économique passe, je pense, par... Tu sais, appelons ça comme on veut, là, parce qu'il y a des gens qui ont très peur du revenu garanti ou de la PCU dans le temps. Mais, tu sais, à un moment donné, la personne que tu sors de la pauvreté, là, elle se mettra pas à cotiser dans ses REER demain matin. Tu sais, elle cachera pas de l'argent en dessous de son divan, là. Tu comprends? Elle va juste un petit peu plus consommer. Tu sais, d'une certaine façon, ça revient-tu dans l'économie? Oui, mais puis c'est un peu la question que je voulais te poser, Claude. En fait, là, bon, ça, ce sont des mesures qui sont décrétées par Ottawa, tantôt par Québec. Mais bon, président, directeur général de Centraide du Grand Montréal, vous publiez cette étude. Après, qu'est-ce qu'on fait avec des résultats comme ceux-là? Puis qu'est-ce que c'est quoi les actions que vous posez et qu'on doit poser davantage? On peut faire du lobbying, mais concrètement, est-ce qu'il y a des mesures là, que vous préconisez chez Centraide pour éventuellement faire changer la direction du vent, changer la direction de ces indicateurs-là? On fait la mesure pour avoir les résultats, comme je disais, pour nous aider dans notre métier. Deuxièmement, nous, on fait beaucoup de ce que j'appelle, moi, l'influence. Okay? Donc, on investit à peu près 70 millions de dollars par année dans un quartier de Montréal, dans le Grand Montréal, donc Rive-Sud et Laval. Donc, on fait de l'influence auprès des gouvernements. Fait que l'objectif de ça, c'est d'ouvrir les yeux
et de voir comment on peut, entre autres, nous, ce qui nous intéresse dans le communautaire, c'est faire beaucoup de littératie financière pour accompagner les gens à développer une autonomie puis éventuellement avoir accès aux services dont ils ont besoin. Et notre souhait le plus cher, c'est de pouvoir asseoir les ordres de gouvernement autour de la table en disant « OK, on fait quoi maintenant? » Parce que ça ne peut pas durer. Alors, c'est clair que la réponse facile, c'est de se dire « on développe l'économie ». La réponse très compliquée, c'est d'accepter l'humilité, de s'asseoir autour de la table puis de dire « Hey, on n'a pas toutes les solutions, tout le monde. » Puis, il y en a quand même de l'argent qui va dans les différents programmes sociaux. On peut-tu comme jeter les cartes dans les airs puis essayer de recommencer puis de bâtir dans le but d'offrir de la dignité à un maximum de personnes. C'est ça qu'on veut faire. Et à ces personnes-là, justement, bon, je ne vais pas me concentrer sur les 85, mais mettons les 46 ou même le noyau, là, vraiment ceux qui souffrent d'anxiété le plus, qui en souffrent non seulement psychologiquement, mais réellement, qui ont de la difficulté à se loger, à se nourrir, à se vêtir, à se transporter. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'il faut s'ils nous écoutent? Je ne sais pas combien d'entre eux nous écoutent, mais c'est quoi le message qu'il faut communiquer à ces individus-là qui souffrent d'anxiété au quotidien par rapport à l'économie? On a, comme société, on est riche de quelque chose au Québec qui s'appelle le tissu social. Donc, on a un ensemble, on a beaucoup de gouvernements dans nos vies, je le dis souvent, ensemble de mesures gouvernementales très intéressantes. Mais notre trésor caché, c'est le secteur communautaire dans chacun des quartiers de Montréal, mais également dans l'ensemble des villes du Québec. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour vous. Les gens que vous connaissez qui sont en difficulté, n'ayez pas peur d'aller vers les organismes communautaires, n'ayez pas peur de communiquer avec le 211, le 211 qui est une ligne qui permet je savais même pas que ça existait. Moi non plus. Ah non? Alors donc, c'est le centre de référence du Grand Montréal. Okay. Le 211 permet d'accéder à des êtres humains là, qui vont pouvoir vous référer sur des questions sur le logement, peu importe la transportation, sécurité alimentaire, tout ça. Donc, d'aller chercher de l'aide, de ne pas rester seul chez vous et d'aller chercher de l'aide. Très bien. Claude Binard, merci. On peut consulter l'étude. Elle est sur le site de Centraide. Oui, absolument. Très intéressant. Puis on va certainement la décortiquer et en reparler à l'occasion, Philippe et moi. Merci beaucoup d'être venu en studio. Plaisir, merci. Bonne journée. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. Fou Gin, la compagnie a à peine 3 ans et apparemment, c'est bon. En tout cas, c'est pas apparemment, c'est très bon. Mais apparemment, connaît un succès phénoménal un peu partout au Québec et ailleurs. On a la chance d'être avec son fondateur, Sébastien Clécheroy, un gars de Sainte-Foy, installé maintenant à Montréal, qui donc est l'instigateur de cette entreprise qui fabrique des gins, mais aussi des, comment on appelle ça, des cocktails? Des prêts à boire, oui. Des prêts à boire. Tu fais que des prêts à boire? Non, tu fais aussi des vrais gins. On fait aussi des gins. Full gin. Full gin. Et donc, avec tout un amalgame là, d'innovation, de produits nouveaux, de sans-alcool, etc. Déjà, comment est-ce qu'on devient distilleur à ton jeune âge, déjà, Sébastien? Merci de me recevoir. Moi, c'est parti d'un intérêt du domaine de la boisson, de la restauration, de l'hôtellerie. J'ai travaillé dans ce domaine-là toute ma jeunesse, là, restauration très jeune, puis les bars à partir de 18 ans, l'hôtellerie aussi. Puis, parallèle à ça, je faisais un bac en entrepreneuriat et marketing. J'étais fasciné par les marques, les brands en général. J'ai eu d'autres aventures entrepreneuriales avant, mais le désir de lancer une marque était très puissant. Puis, de fil en aiguille, j'ai décidé que ça allait être une marque de boisson. Donc, ça a commencé par du gin parce que j'aimais le gin, mais aussi parce que c'est facile à produire puis qu'il y avait un gros marché au Québec. Mais tu sais, ça aurait pu être du rhum ou de la tequila, mais le gin, c'est beaucoup plus facile à produire. Et puis, les prêts à boire, c'était l'objectif initial, mais ça prend une certaine expérience historique à la SAQ avant de pouvoir sortir un prêt à boire. Donc là, 3 ans plus tard, on est là avec 5 produits maintenant sur les tablettes de la SAQ. Tu dis « on est là ». L'entreprise va manifestement bien. On en voit partout de ses produits. Tu as donc réussi à lancer le prêt à boire. Qu'est-ce qui explique ce succès-là, là, tu vas dire moi, là, mais je veux dire, c'est quoi la recette de la caramel qui permet en 3 ans de partir d'un PowerPoint à fabriquer des produits qui sont distribués aux 4 coins de la province? Ouais. Je vais dire moi, là, mais c'est parce qu'il y a un gros travail d'équipe derrière ça. Je pense que nous, on a ciblé une niche où est-ce que on était très axé sur le brand parce qu'il y avait déjà des très bons gins au Québec. Quand j'ai sorti le mien, j'avais pas la prétention de faire le meilleur. Et beaucoup, surtout. Oui, beaucoup. Juste parce que je collectionne les gins.
j'ai comme pas arrivé au bout de les avoir tous. Là. Il y en a des centaines. Exact. Tu sais, quand la présentation PowerPoint a été faite, le marché n'était pas encore saturé. Mais tu sais, il y a peut-être 2 ans de développage de recettes, etc. avant de se retrouver sur les tablettes. C'est pas facile non plus. C'est pas juste faire un appel là, pour se ramasser sur les tablettes de la SAQ. C'est plus complexe que ça. Donc, tu sais, pour revenir à ta question, de fil en aiguille, l'entreprise a sorti des produits, mais toujours en étant axé sur des produits qualité, puis un brand qui parlait très fort, surtout chez une clientèle de millennials, Gen Z aussi. Puis je pense que la SAQ nous aime beaucoup par rapport à ça, parce qu'ils ont un petit peu plus de difficultés parfois à percer le marché des Gen Z. Donc nous, on arrive avec des produits qui sont très forts dans cette branche de population-là. T'es-tu d'accord avec moi qu'il semble ben, du moins selon les données de la SAQ, il y a comme une augmentation du non-alcoolisé chez les jeunes. Tu le sens-tu, toi, dans la demande du marché? Oui, ben écoute, moi je suis un gars de chiffres, là, puis on peut pas nier des chiffres assez éloquents comme ça. Mais je pense qu'au-delà du sans-alcool, je pense que le vrai trend, la vraie tendance, c'est moins boire, mais mieux boire. C'est-à-dire que les gens, au lieu de, s'ils ont un budget de 25$, au lieu d'acheter 2 bouteilles de vin comme ils faisaient avant, ils vont en acheter une, mais ça va être une bonne bouteille de vin. On voit aussi la tendance dans les prêts à boire. Fait que les gens, au lieu d'acheter un 6-pack d'une boisson le plus fort possible en alcool, ils vont acheter un 4-pack d'une boisson, puis ils vont moins regarder le pourcentage d'alcool. Fait que les créneaux du processus décisionnel des gens changent un petit peu, je pense, sur les tablettes de la SAQ. Puis même chose aussi dans la bière, là, puis dans les spiritueux et tout ça. Vous avez quand même toute une gamme de produits, encore une fois, en très peu de temps. Vous avez lancé récemment des produits sans alcool. C'est une niche qui, manifestement, tu viens d'expliquer un peu, va bien. Ça fait partie du boire mieux, comme on dit. C'est une tendance passagère. C'est quelque chose que tu vois comme étant plus profond. Puis je réponds à ça, puis j'ai tout de suite une autre question après pour toi. C'est une bonne question. Il y a des tendances dans le milieu de l'alcool qui viennent à chaque saison. Tu sais, il y a eu les vins oranges, il y a les cidres, tu sais, il y a tout ça. Le sans-alcool va rester parce que je pense que c'est générationnel. Les Gen Z vont moins boire que les milléniaux qui boivent moins que la génération X, puis la génération plus jeune que les Gen Z vont probablement encore moins boire, mais ça veut pas dire qu'ils vont pas moins dépenser, premièrement, dans le marché de la boisson, puis ça veut pas dire qu'ils vont pas aller chercher des produits complémentaires, tu sais. Fait que de sortir un mocktail qui goûte le cocktail et qui est pas juste une boisson gazeuse, c'est un challenge aussi, tu sais. Fait que c'est un challenge de produits, de saveur, mais aussi de branding. Fait que mon follow-up, c'est qu'en fait, je bois ça, là, Smash, citron et basilic, puis je comprends que c'est un mocktail, mais honnêtement, ça ferait une très bonne limonade aussi, là, tu sais. Pourquoi décider de framer ça comme un alcool, tu sais, ultimement, tu pourrais aussi juste être au IGA comme une très bonne limonade haut de gamme, tu sais, je suis toujours un peu sceptique quand je pense au sans-alcool, que finalement du jus Oasis c'est aussi du sans-alcool, puis du Tropicana c'est du sans-alcool, c'est juste qu'on le brande pas comme du sans-alcool. Ouais, mais faut que tu fasses attention, dans celui-là il y a 0.5, tu sais, il y a quand même des il y a moins que 0.5, tu sais, mais dans les jus, je te garantis que dans le Tropicana il y a probablement 0.2 parce que ça a un peu fermenté, là, tu vois, 0.5 c'est pas mal zéro, là, tu sais. Dans le jus de pomme entre autres, à l'épicerie il y a environ 1% d'alcool. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je buzz à chaque fois. C'est moi qui bois pas, ça me fait un effet. Fait que je te repose ma question, pourquoi pas vendre du jus? Ben, c'est une bonne question, mais c'est simplement... Parce que c'est très limitant, vendre ça. Tu peux juste le vendre à la SAQ. Oui, sauf que moi, j'ai une exclusivité à la SAQ pour mes produits, pour ma marque Fujin aussi, pour l'instant. D'accord. Mais tu sais, mettons, écoute, tu décides de pas boire ce soir, mais tu te commandes une bonne pizza avec ta femme, on va dire. Tu me dis, t'es un jeune enfant, là, mais quand ta femme est enceinte, elle buvait pas, évidemment. Tu te commandes une bonne pizza, tu vas accompagner ta femme dans sa sobriété. Est-ce que tu as envie de boire une limonade ou un cocktail pétillant au basilic qui va bien avec ta... Et citron. Voilà. Qui me fait beaucoup penser à une très bonne limonade. Puis comme je te dis, props, c'est un très bon nectar, mais ça reste que c'est une limonade. Ben oui, non, 100%. Ouais. Mais après ça, tu sais, une boisson gazeuse, c'est quoi? Un kombucha, c'est quoi? Tu sais, une boisson énergisante. Tu sais, c'est les boissons non alcoolisées répondent à des besoins tous différents et c'est tous des produits qui ont une certaine complémentarité, tu sais. Mais le sans alcool, tu sais, c'est juste comme là, l'autre fois je me suis fait un verre d'eau là, c'était sans alcool. Mais moi je suis juste content qu'il y a maintenant un éventail de choix pour ceux qui ont décidé d'arrêter de boire. Moi j'ai décidé d'arrêter de boire. Ça me dérange pas que les gens boivent ça me fait aucun effet, mais c'est juste avant là, tu sais, t'étais pas mal limité, mais aujourd'hui à cause de joueurs comme toi, ben tu sais, je peux avoir le feeling de festoyer avec eux,
parce que j'ai un drink. Ouais. Je pense que tu mets le doigt sur le besoin. Tu t'en vas dans un festival, voir un show que t'aimes beaucoup. T'as envie de boire quelque chose. Tu veux pas boire de l'alcool, mais t'as envie de boire quelque chose de plus festif qu'un Pepsi. Tu voudras pas ton petit Nestlé, là. Non, en tout cas, je trouve juste intéressant dans la logique de marketing. C'est beaucoup du placement, du brand et tout, que finalement, le produit peut être très similaire à un autre. C'est juste, c'est pas une canette de Pepsi, c'est une canette de fou. Les gens qui ne boivent pas pour une raison X ou juste par sobriété ou parce qu'ils veulent moins boire dans une soirée, qui boivent beaucoup de cocktails, ils veulent quand même se gâter, ils veulent quand même boire quelque chose qui est bon, qui a des saveurs. Puis écoute, je reviens à ta limonade, là, la majorité des limonades en épicerie ont environ 5 à 6% de vrai jus de fruits dedans. Nous, on est environ à 25% dans cette canette-là, fait que ça reste premium aussi. Est-ce qu'ils sont tous aromatisés? Parce que je vois, là, tu sais, poivre rose, pamplemousse, fleur... Toi, ce que tu fais, c'est des gins aromatisés. Non, nous, on fait des gins de façon artisanale avec des vrais ingrédients. Si ça répond à ta question. C'est ça, je veux savoir. C'est des bulbes de rose sauvage qui viennent de la Gaspésie, d'un cueilleur en Gaspésie qui fait une super job. C'est assez magnifique aussi. Ça m'emmenait à cette question-là. Vous avez vous distinguez aussi par cet ancrage local, très connu sur la scène culturelle. Pourquoi c'est important pour toi d'aller au-delà du produit, là, de la canette? C'est quoi la logique derrière tout ça? Par nécessité, puis parce que la marque a été bâtie en étant une marque et un brand avant d'être un produit. Moi, je voyais la marque avant même de voir le produit. Donc, le produit a suivi le brand et non pas le brand a suivi le produit. Fait que t'aurais pu faire des baskets ou genre des chandails. Okay. Oui, puis tu sais, moi, mon background est en e-commerce beaucoup. Là. Fait que tu sais, j'aurais pu, après mon université, j'ai travaillé dans une agence de e-commerce. J'aurais pu partir un produit XYZ venant de la Chine, faire du dropshipping, whatever. Mais tu sais, je voulais quelque chose de plus tangible. C'est bon, tu anticipes toutes mes prochaines questions. Parlant de dropshipping, pour ceux qui connaissent pas assez à la maison, ça consiste à commander local mais faire venir d'ailleurs, là, grosso modo. Toi, en fait, à contrario de cette tendance-là, tout est fait ici. Oui. Ça engendre certainement des coûts additionnels que de faire à grande quantité dans des pays peu chers. Bon, c'est un peu à contre-courant même de ce qu'on voit dans les marques qui font beaucoup d'argent, qui réussissent très bien. C'est quoi un peu les défis logistiques, d'approvisionnement? Bon, tu sais, en fait, les citrons, il y en a pas beaucoup. Mais dernièrement, on a parlé des canettes. C'est juste la canette, l'augmentation du coût de la canette. Ouais, environ 50% d'augmentation de coûts depuis quelques mois. Là, c'est fou, là, ça fait mal. Donc, défis logistiques, production locale, c'est quoi? Les derniers mois ont été difficiles là-dessus. Mais tu sais, à la base, on fait du liquide, puis c'est très dur de déplacer, importer du liquide parce que c'est lourd, tu sais, puis c'est pour ça que même les multinationales, comme Pepsi, que je mentionnais tantôt, ben ils vont faire la production locale, même si c'est un brand international, tu sais. Mais pour répondre à ta question, les défis logistiques, moi, dans ce cocktail-là, à part du gin et de l'eau, c'est des jus. Les jus, ils venaient tous de la Californie l'an dernier. Mais là, mes distributeurs, ils ont augmenté de 40%, ensuite 70%. Fait qu'on a dit, la Californie, ça fait plus de sens. Parce que c'est aussi du transport congelé. Parce que, tu sais, moi, tu sais, le jus, il va d'un état à l'autre sous une forme congelée pour rester, évidemment, bon. Fait que le défi logistique est de taille, là, tu sais, de faire venir des cargos congelés. Comme dans l'alimentaire, comme dans tout. Fait que là, nous, on a testé des jus qui venaient d'un peu partout dans le monde, honnêtement. On a testé des jus de citron de l'Uruguay, du Mexique, de la Turquie. Puis là, j'étais comme, tu sais, je faisais les tests, j'étais genre, tu sais, c'est vraiment bon, mais on dirait que j'ai pas envie de prendre mon jus de citron à l'autre bout du monde en Turquie, tu sais, parce que c'est très loin. Fait que c'est des citrons d'Anjou, c'est ça? C'est pas des citrons d'Anjou, là. Là, présentement, on a déplacé de Sainte-Foy. Ça serait le fun. Notre producteur principal de jus, maintenant, il est au Mexique. Il est plus en Californie, mais tu sais, c'est plus très loin, là. C'est quelques centaines de kilomètres. C'est moins loin que de Californie en Turquie. Puis ça, c'est un autre enjeu, parlant de logistique, là, on a vu les oranges, mais c'est aussi l'ensemble des agrumes. Là, le prix a beaucoup augmenté ces dernières années. Est-ce que vous en mettez moins? Blague à part, comment tu concilies l'augmentation rapide des intrants avec la volonté de faire un produit de qualité? Puis toi, à un moment donné, il faut que tu manges. Tu as une business à rouler. Non, c'est ça. Comment tu équilibres ces affaires-là? Écoute, honnêtement, en toute transparence, là, nos marges ont diminué un petit peu. On a un petit peu augmenté les prix. Puis on est allé vers des fournisseurs. Tu sais, l'aluminium, c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de fournisseurs, on s'entend. Ce qui est étonnant dans la canette, c'est que l'aluminium est canadien, il traverse les frontières pour se faire laminer, il retraverse les frontières pour se faire imprimer, il traverse 2 fois les frontières, fait que c'est 2 fois les tarifs. Là, ah ouais, hein? C'est quand même ridicule. Fait que, parfait. Puis là, donc, 3 ans... Merci, Donald. 3 ans depuis son lancement. J'aime toujours dire, c'est la règle que j'avais avec ma blonde quand on a commencé à se dater, c'est qu'on ne pouvait pas prévoir plus loin que le nombre d'années que ça faisait qu'on était ensemble. Fait que là, ça fait 3 ans que vous avez parti ça. Dans 3 ans, ça va ressembler à quoi, Fujin? Ah, c'est une bonne question. On va être rentable, je l'espère, dans 3 ans. Fait que vous ne l'êtes pas actuellement. Non, on n'est pas rentable. OK.
Comment ça marche? De ne pas être rentable? Tes parents sont super riches, là, non, ils font un chèque à tous les mois. Comme toute entreprise. Écoute, il y a très peu d'entreprises qui sont rentables après 3 ans. Là. Très, très peu. Je pense que vous avez des investisseurs? Tu avais de l'argent de côté? Non, oui et non. Là. J'ai travaillé dans les bars toute ma jeunesse, fait que j'avais un petit peu d'argent de côté grâce à ça. Non, on a eu des prêts, des bons prêts avec la banque qui croyait en nos projets, la BDC aussi avec Desjardins, fait qu'on est supporté là-dedans. Puis on fait... Le plus gros de ma job dans la dernière année, il y a énormément de marketing, il y a énormément de vente et de représentation parce que les 408 SAQ au Québec sont gérés individuellement dans leur inventaire, fait que ça, c'est un énorme travail. Puis moi, je développe toutes les recettes aussi. Ça, c'est ce que j'aime faire le plus. Mais la job que j'ai faite le plus dans la dernière année, c'est de gérer du cash. Là. Fait qu'aller chercher du cash à droite et à gauche, puis gratter. La dernière année a été très compliquée à cause des tarifs. Nos coûts ont augmenté du jour au lendemain. Fait qu'on n'a pas été nécessairement des bons payeurs toute l'année pour certains de nos fournisseurs. Puis ça engendre encore plus des enjeux de cash flow. Tu te fais enlever des termes de paiement, etc. Fait que, tu sais, bref, c'est des casse-têtes d'entrepreneurs. Faut aimer les chiffres. Je pense. Faut être bien entouré. Pas encore profitable, mais dans 3 ans, vous le serez. Ouais. Donc, idéalement l'an prochain. Quand tu dis c'est qui est avec toi dans cette aventure? J'ai fondé l'entreprise avec mon grand frère Patrick, qui a 2 ans de plus vieux que moi, qui lui a un bac en comptabilité. Fait que ça l'aide. Les deux, on aime beaucoup les chiffres. Ça l'aide de ce côté-là, mais il n'y a pas d'investisseurs au-delà de ça dans l'entreprise. Très cool. En tout cas, buvez, chers amis. C'est responsablement. C'est aussi bon que dans ma bouche. Non, mais sans alcool. Sans aucune forme de modération. Merci d'être venu avec nous en studio, puis on va déguster ça tranquillement pour la prochaine heure. Là, merci beaucoup de l'invitation, bien content d'avoir discuté avec vous. On invite les gens à aller voir Fujin, un gin québécois qui a aussi des prêts à boire qui sont fantastiques. Disponible dans toutes les SAQ du Québec? Dans la moitié des SAQ. La moitié des SAQ du Québec. On peut aller débarquer au comptoir puis demander exiger le produit. Il n'y a rien de mieux que ça. Il n'y a rien de mieux que ça à faire. Merci Sébastien. Merci à vous. Ouais. Francis Gosselin, Philippe Richard-Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Vraiment, toutes les entrevues ont été bonnes cette semaine. Elles sont toujours très bonnes, mais là... Home run. Home run. Alors, on vous rappelle que si vous voulez nous suggérer des candidats, des gens... Des candidats à la chefferie. Des entrepreneurs, paraît que Phil Séguin, des experts. En régie est intéressé. Là. Alors, vous nous écrivez. En fait, il n'y a pas une plateforme de réseau social que Francis n'est pas... Et si vous avez, intéressant, là, parce qu'on y travaille pour de vrai avoir les 5 candidats à la chefferie. Bon, Carl était avec nous aujourd'hui. Si vous avez des questions pour les candidats à la chefferie, écrivez-nous ces questions-là. On vous promet de les traiter, du moins de les considérer et possiblement de les poser aux candidats. On va certainement avoir au moins 1 ou 2 des 4 autres dans les prochaines semaines. Donc, merci d'être avec nous, puis à très bientôt. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.